Eh bien, bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis Pierre Duprat, je suis le directeur de la communication de Vinci. C'est à ce titre-là que je suis présent ce soir parmi vous. Ce n'est pas grâce à mes notes en matière scientifique au bac, compte tenu de la qualité d'assistance, je vais les garder pour moi. Mais je suis très heureux à mon tour de vous souhaiter la bienvenue chez C'était un petit jingle comme ça, un petit jingle de bienvenue. Je suis également très heureux et surtout très honoré, je me sens un peu illégitime après ce que je viens de vous dire, mais je suis très honoré d'avoir le privilège d'animer la séquence de clôture de cette université du Lab Recherche Environnement. Cette année, nous bénéficions d'un magnifique alignement de planètes, en quelque sorte. Probablement parce que vous pouvez les voir à travers la verrière, mais surtout parce que, et comme vous êtes des scientifiques, je vais vous en faire la démonstration, nous avons parmi nous, pour la première fois, à ma connaissance, les directeurs des 3 écoles partenaires du Lab. Nous avons parmi nous le patron de Vinci. Et notre sujet d'étude, si je raisonne au sens très large du terme, la transition environnementale, n'a jamais été plus universelle, ni plus fédérateur qu'il ne l'est aujourd'hui. Et dernier point de ma démonstration, nous avons un invité spécial cette année, et cet invité, c'est Étienne Klein. Étienne Klein, philosophe des sciences, intervient de temps en temps comme conférencier chez Vinci, c'est vrai. Mais aujourd'hui, nous avons mobilisé Étienne au titre de la collaboration entre Vinci et le CEA. Au fil du temps, nous avons tissé des liens privilégiés dans le cadre d'un partenariat de recherche avec le CEA, qui a permis à plus de 30 projets de voir le jour, initiés par le CEA et par nos entreprises de construction. Étienne, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais vous demander d'introduire cette table ronde sur les enjeux de l'enseignement scientifique et plus largement sur la place de la science dans notre société. En quelque sorte, je vous invite à poser l'énoncé du problème. Je demanderai ensuite au directeur des écoles et au patron de Vinci de réagir. Merci, cher public, d'applaudir Étienne Klein. Bonsoir à toutes et à tous, vous m'entendez bien? Alors merci pour votre invitation, votre présentation. À vrai dire, la question qui est posée, la place de la science dans la société et dans l'enseignement, c'est pas une question pour physiciens, c'est une question plutôt pour sociologues, ce que je ne suis pas. Et donc mon propos va s'appuyer non pas sur une étude sociologique complète de cette situation, mais plutôt d'enseignement qui me viennent de ma pratique à la fois de vulgarisateur de la physique et également de professeur de physique dans une école d'ingénieurs. La première chose à dire, c'est que quand on lit les journaux qui parlent de la science, le mot qui revient le plus, c'est le mot défiance. Il y aurait de la défiance vis-à-vis des scientifiques, vis-à-vis des élites en général, vis-à-vis des organisations de tous ordres. Mais quand on regarde des études, alors pour le coup, j'ai regardé des études menées par des sociologues, on s'aperçoit que c'est très trompeur. Par exemple, après 18 mois de pandémie, donc en octobre 2021, il y a une étude qui a été publiée par le Conseil d'analyse économique, qui avait été dirigée par le regretté Daniel Cohen, économiste. C'est une étude européenne sur la confiance dans la science, notamment. Et ce que montrait cette étude, c'est qu'avant le Covid, cette confiance dans la science était très élevée partout en Europe. Je n'ai pas le temps d'expliquer la nature des indicateurs, mais le nombre qui mesurait, le chiffre qui mesurait cette confiance était 90%. Et cette confiance très forte est restée stable à peu près partout, même en fait partout sauf en France, moyennant des fluctuations qui venaient des aléas de l'épidémie. Mais en France, il y a une exception culturelle, c'est que c'est le seul pays d'Europe dans lequel la confiance dans la science s'est effondrée. On a perdu 22 points de pourcentage en 18 mois. Je ne sais pas si on les a remontés ou retrouvés, mais en tout cas, il y a eu une singularité française dans la façon de mettre en scène la science et la recherche pendant le Covid qui explique sans doute cette chute assez vertigineuse, parce que 20 points, plus de 20 points en quelques mois, c'est quand même quelque chose de tout à fait notable. Mais, et c'est ça qui permet d'être relativement optimiste, c'est que la question posée était mal posée. Si vous demandez à quelqu'un, est-ce que vous avez confiance dans la science?
Que veut dire cette question? Il y a au moins 3 façons, à mon avis, de la répondre, sans doute davantage. La première, c'est est-ce que vous croyez les scientifiques quand ils parlent? Est-ce que vous avez confiance dans la valeur de vérité de leur discours? Si oui, est-ce que vous les croyez tous ou est-ce que vous n'en croyez que quelques-uns en particulier? Il y a une deuxième façon de comprendre la question, c'est est-ce que vous avez confiance dans la science en tant que démarche de connaissance particulière pour obtenir des résultats qualifiés de scientifiques qui bénéficient d'une objectivité particulière et que les autres démarches de connaissance ne permettraient pas d'obtenir à la place de la science. Bon. Et enfin, il y a une troisième façon de comprendre la question qui est est-ce que vous avez confiance dans la science pour relever les défis dont vous avez parlé cet après-midi, notamment pour les relever? Est-ce que la science va nous aider à régler la question de la transition énergétique, la réduction de la biodiversité, etc. Vous voyez que si vous distinguez ces 3 formulations de la même question initiale, sans doute que les proportions pour les réponses auraient été différentes. L'autre point, mais il est évident, c'est que la science n'est plus enchâssée dans l'idée de progrès. Bon. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous savons, je pense, tout le monde sait, que la science produit des connaissances scientifiques. Mais nous savons aussi que la science produit une forme d'incertitude très spéciale. C'est que la science ne nous dit plus ce que nous devons faire des possibilités technologiques qu'elle nous donne. Alors qu'autrefois, étant enchâssé dans l'idée de progrès, si la science permettait de faire technologiquement quelque chose, on allait y voir, quitte à faire marche arrière, mais en tout cas, on ne se posait guère de questions sur l'intérêt d'aller explorer ces nouvelles possibilités. Aujourd'hui, non. Et du coup, il y a beaucoup de procrastination, d'hésitation. Qu'est-ce qu'on fait? On peut faire des réacteurs nucléaires? Est-ce qu'on les fait? On peut faire des OGM? Est-ce qu'on les fait? Ça devient affaire de valeur et non plus de principe. Et très souvent, dans beaucoup de débats, on voit que nos hésitations à nous, à propos de ce que nous devons faire des possibilités de la science, nous les transférons en hésitation de la science elle-même. Nous faisons comme si c'est la science qui hésitait et non pas nous à son propos. Souvent, je cite Einstein, et là, pour le sujet du jour, je ne voyais pas très bien comment citer Einstein, mais j'ai trouvé. On trouve toujours. En 1930, Einstein a donné une conférence à Berlin qu'il a conclue en disant ceci. Les personnes qui utilisent les technologies sans plus les comprendre qu'une vache ne comprend la botanique des plantes qu'elle broute avec plaisir, devrait avoir honte. Autrement dit, d'après Einstein, il faudrait avoir honte d'utiliser des technologies qu'on n'est pas capable de comprendre. Et c'est une des rares fois où je suis en complet désaccord avec Einstein, d'abord parce qu'on ne peut pas défendre une conception citoyenne, on ne peut pas confondre une conception scolaire de la démocratie. C'est impossible. Aucun d'entre nous n'est compétent en climatologie, en cosmologie, en génétique, en algorithmique, etc. Tout le monde est dépassé. Et donc, on ne peut pas baser le fait d'être un citoyen éclairé sur le fait d'être compétent dans les sciences. Un citoyen qui ignore complètement les sciences, voire qui les méprise, n'est pas un moins bon citoyen qu'un citoyen qui s'y intéresse. D'autant que quand on parle de ces sujets, on a tendance à distinguer 2 sortes de populations en disant qu'il y a d'un côté les scientifiques, de l'autre côté le grand public. Voilà. Mais cette séparation, vous le voyez bien, elle est poreuse. Elle est poreuse. Si vous m'interrogez sur le boson de Higgs, je pourrais vous en parler. Si vous m'interrogez sur le principe de fonctionnement du vaccin ARN messager, je vais vous demander de passer à la question suivante. Et réciproquement, si vous interrogez un biologiste sur la nucléosynthèse primordiale, il sera sans doute embarrassé. Mais il pourra vous répondre sur le vaccin. En fait, un scientifique, c'est quelqu'un qui est compétent dans son domaine, aux abords de ce domaine, mais pour le reste, il fait partie du grand public. Et donc, il n'y a pas cette séparation qu'on a tendance à mettre en avant. Donc, on pourrait se dire, finalement, on peut décider que deviennent scientifiques ceux qui ont envie d'être scientifiques, et puis les autres, on les laisse. Mais on voit bien que dans une démocratie comme la nôtre, on devrait pouvoir discuter du type de compagnonnage que nous souhaitons effectuer avec les nouvelles technologies. Ça devrait nous soucier. À propos du nucléaire, qu'est-ce qu'on veut? À propos de l'IA,
quelles sont les décisions qu'on est d'accord pour déléguer à des machines. C'est quand même des questions importantes. Mais on voit bien qu'on n'arrive pas vraiment à les discuter collectivement. Elles sont jugées non pas à partir de la connaissance objective et matérielle de ce qu'elles sont, mais plutôt à partir de leur halo symbolique. Voilà, le nucléaire a un halo symbolique, l'IA a un halo symbolique, et on a ainsi la possibilité d'avoir un avis tranché, pour ou contre, sans que le fait d'avoir un avis tranché nous pousse à nous intéresser sur ce sujet pour lequel on a un avis tranché. En fait, il y a une certaine décorrélation entre la compétence et la militance. On peut être militant, et quand je parle de militant, c'est pour ou contre, pour et contre. Et le fait d'être militant ne pousse pas à améliorer ses connaissances à propos du sujet pour lequel on a un avis tranché pour ou contre. Par exemple, mes amis qui sont pro-nucléaires, j'en ai, qui ne sont pas scientifiques, si je leur demande pourquoi on met de l'uranium dans les centrales nucléaires et non pas du plomb ou du tungstène, ils ne savent pas répondre. Mes amis antinucléaires auxquels je pose la même question, ils sont vraiment antinucléaires, ils ne savent pas pourquoi on met de l'uranium dans les centrales nucléaires. Ça veut dire que nos jugements sur ces technologies sont faits à partir de leur halo symbolique, c'est-à-dire à partir du type de récit dans lesquels on insère les technologies, sans que la pédagogie soit de la moindre efficacité dans ce domaine. Et donc, si vous êtes républicain comme moi, vous devez considérer que les connaissances scientifiques, au nom d'une certaine politesse de l'esprit, doivent pouvoir circuler librement, sans entrave idéologique, politique, culturelle ou autre. Et finalement, tout citoyen devrait pouvoir être mis en contact avec des connaissances scientifiques, même si son histoire, son parcours scolaire ne lui ont pas permis de les apprendre plus tôt, quitte à ce qu'ils s'en désintéressent, mais il y a une sorte d'obligation républicaine à ce que la science, les connaissances, soient une affaire publique, républicaine, res publica, une affaire publique. Mais on voit que c'est évidemment pas facile, et j'avoue personnellement que l'épisode du Covid m'a mis un coup sur la tête en tant que vulgarisateur, puisque avant, je me disais finalement la vulgarisation, ça marche. On écrit des livres, des gens les lisent, posent des questions intéressantes, on donne des conférences, des gens viennent. On rencontre des étudiants qui nous disent qu'ils ont choisi de faire des sciences parce qu'adolescents, ils ont découvert un livre d'Hubert Reeves qui les a enthousiasmés et qui les a mis sur la voie de la science. Mais en fait, ce qu'a montré le Covid, c'est que quand on dit cela, on est victime d'un biais considérable qui est le biais du survivant. C'est-à-dire que la vulgarisation, ça ne fonctionne qu'auprès de ceux auprès de qui ça fonctionne. Pardonnez-moi le truisme, mais ceux auprès de qui ça fonctionne, c'est très très peu de gens. Très très peu de gens. Et la grande partie du public s'abreuve à d'autres sources. Et donc, je pense qu'il faut avoir conscience de cela. Il y a une forme d'inefficacité de la vulgarisation scientifique qu'on pourrait essayer de corriger en tirant au clair les leçons du Covid. Le Covid nous a appris des choses sur ce qui marche, ce qui ne marche pas. Le fait que, par exemple, on a eu l'occasion historique de faire de la pédagogie pendant le Covid. Les gens étaient inquiets, intéressés par ce qui se passait. Ils avaient du temps pour écouter. On avait l'occasion historique d'expliquer les méthodes de la recherche, ce qu'est un essai en double aveugle, s'agissant des traitements, ce qu'est une exponentielle. Le mot devenait courant, mais on ne l'a jamais expliqué. Et on a raté cette occasion. Au lieu de faire de la pédagogie, on a organisé des controverses plus ou moins factices sur lesquelles je ne tiens pas à revenir. Une autre difficulté, et je la mesure chez mes étudiants, et je pense que vous la connaissez aussi, c'est qu'il y a une forme de paradoxe horrible. C'est que, je le dis d'une façon provocatrice, à dessein, c'est que la technologie nous éloigne de la science. Je m'explique. Quand d'Alembert et Diderot ont voulu réaliser l'encyclopédie que vous connaissez, leur idée initiale, c'était de traduire l'encyclopédie anglaise. Un travail de traduction. Et puis ils se sont rendus compte que dans l'encyclopédie anglaise, on ne parlait nulle part de technique. Il y avait des entrées alphabétiques avec des articles qui développaient les connaissances de l'époque, philosophiques, scientifiques, mais pas de technique. Or, eux pensaient que la technique,
outre le fait qu'elle est didactique, était également vectrice de pédagogie scientifique. Leur idée, c'est que plus il y aura d'objets techniques présents dans la vie quotidienne du peuple, comme ils l'appelaient, plus les principes scientifiques qui rendent ces objets possibles seront connus du public. Donc, la technique, dès lors qu'elle devient familière, est implicitement vectrice de pédagogie scientifique. Et c'est pourquoi dans leur encyclopédie, que vous connaissez sûrement, il y a 24 tomes avec du texte, et puis il y a 5 tomes en annexe, dans lesquels on ne trouve que des schémas, des dessins, des illustrations magnifiques, qui expliquent comment marchaient à l'époque les outils agricoles, l'imprimerie, comment on construit un télescope, comment on fabrique du verre, etc. Et leur pari a sans doute été un succès à certaines époques. Par exemple, Kundera, dans son livre L'immortalité, met en avant l'exemple de Goethe. Goethe, paraît-il, maîtrisait toutes les techniques de son temps. Il savait comment on construit une maison, il pouvait discuter avec son médecin de tous les types d'opérations chirurgicales qui étaient envisageables, il savait construire un télescope, etc. Mais aujourd'hui, le pari des Lumières, il est complètement perdu, il s'est même inversé, au sens où, et ça il ne l'avait pas prédit, plus un objet technologique est complexe, moins il est utile de savoir comment il marche pour l'utiliser. L'exemple canonique, c'est évidemment le téléphone portable, qui, pour ce qui est de sa taille, est sans doute l'objet le plus complexe qu'on ait jamais fabriqué, et il est vendu sans notice. Il est vendu sans notice. Et finalement, même si nous savons que derrière, il y a de la technologie sophistiquée et donc de la science sophistiquée, personne ne sait dire comment ça marche, y compris mes étudiants ingénieurs. Ils savent quelque chose, certaines choses, mais personne, en fait, ne sait exactement décrire toutes les fonctionnalités qui sont à l'œuvre dans un téléphone portable. Vous appuyez sur un écran avec votre doigt, comment se fait-il que la lettre soit retenue? C'est quoi le mécanisme? Vous sélectionnez une phrase, un message, vous tapez sur envoyer, votre correspondant en Australie le reçoit, au bout de combien de temps, comment? Est-ce que c'est passé par un satellite, une fibre optique, dans l'air? Personne n'en sait rien. D'accord? Et ça, c'est quand même une nouveauté, c'est que le fait de connaître les sciences n'aide nullement à mieux se servir de la technologie, qui est devenue si conviviale que n'importe qui peut l'utiliser sans que quiconque ait un avantage cognitif venant de ses connaissances scientifiques. Je ne sais pas si vous savez que les dernières enquêtes, ça c'est la note pessimiste, vous savez qu'il y a un effondrement du niveau des collégiens, des lycéens en mathématiques, et pas seulement en mathématiques. C'est un véritable effondrement, qui commence à provoquer des réactions politiques, mais il n'est pas tout neuf, et il a fallu quand même beaucoup d'années où cette chute se répète pour qu'on commence à se dire qu'il y a un problème, surtout si on veut réindustrialiser la France. Mais c'est quand même des chiffres effrayants. 22% seulement des élèves qui entrent en sixième sont capables de mettre la barre 1,5 sur une échelle graduée de 0 à 5. 22%. C'était 89% il y a quelques années. Est-ce que les jeunes gens qui sont majoritairement incapables de mettre la barre 1,5 sur une échelle graduée de 0 à 5 sont gênés dans les applications ou dans l'usage qu'ils ont des applications de leur téléphone? Non. C'est ça que je veux dire quand je dis que la technologie nous éloigne de la science. Et donc, si on veut que l'enseignement des sciences soit un peu plus efficace, il faut peut-être procéder à quelques réformes. Par exemple, davantage associer la science, les mathématiques par exemple, aux joies intellectuelles. Les mathématiques, quand même, ça donne des joies intellectuelles qui sont d'autant plus grandes en intensité qu'on a eu du mal à comprendre ce qui finit par provoquer une illumination. Et il me semble que l'enseignement là-dessus n'est pas tout à fait au point. J'ai un collègue anglais qui est donc physicien, il m'a dit, je lui parlais de ça un jour, je lui ai dit, c'est bizarre, en France, on a une élite très forte en sciences, des prix Nobel, des médailles Fields, mais on a un niveau général qui est mauvais. Vous avez vu le classement Teams, tous les pays de l'OCDE, la France est avant-dernière. Avant-dernière. On est dernier des Européens, mais on est même avant-dernier de tous les pays de l'OCDE. Le seul pays qui soit derrière nous, c'est le Chili.
Et le Portugal, que nous méprisons parce qu'il n'a pas beaucoup de prix Nobel, pas beaucoup de médailles Fields, on a l'impression que les Portugais sont moins bons que nous en maths. Ben, au classement Teams, ils sont 10 places devant. Voilà. Donc je lui parlais de ça, il m'a dit, mais c'est très simple à comprendre. Et l'explication qu'il m'a livrée, que je vous répète, elle est évidemment caricaturale. Mais c'est intéressant de l'avoir en tête. Il m'a dit, Étienne, en France, vous avez commis une grosse erreur. Vous avez guillotiné un roi. Et ensuite, vous avez éliminé votre élite. Enfin, ensuite ou même pendant, l'aristocratie. Et il a fallu que vous remplaciez cette élite par une autre élite qui, elle, serait plutôt sélectionnée par le mérite, l'intelligence, etc. Et donc, vous avez créé les grandes écoles scientifiques. Et quand on regarde les dates de création, les ponts, c'est juste avant, Polytechnique, c'est 1794, etc. Et ensuite, vous avez structuré tout votre enseignement de telle façon qu'il permette de sélectionner assez rapidement celles et ceux, plutôt ceux d'ailleurs, qui iront sur les bancs des grandes écoles. Et c'est ainsi que le rapport aux mathématiques et aux sciences en général est devenu un rapport punitif. Voilà. Et encore aujourd'hui, un élève de 10 ans, un écolier, il sait s'il est bon en maths ou pas. Et quand il a une mauvaise note, on ne lui dit pas « ta copie a une mauvaise note », on lui dit « c'est toi qui es nul en maths ». Et ça crée des traumas incroyables. Et quand on fait de la vulgarisation, notamment quand on donne des cours en prison, ce qui est mon cas, le niveau scolaire en prison, c'est pas ce qu'on croit non plus, mais c'est pas non plus top, quoi. Et on voit à quel point les gens qui ont eu des traumas liés à des mauvaises notes, qui leur ont fait croire, non pas qu'ils étaient en difficulté en mathématiques, mais que leur cerveau n'avait pas le droit d'entendre parler de science. Leur cerveau n'a pas le droit. Ils ont appris à l'école que leur cerveau n'avait pas le droit d'entendre parler de science. Et ça existe dans le grand public. Et ça crée des barrières qu'on peut détruire, mais à condition de passer beaucoup de temps. Et il me semble que ça, c'est une spécificité française qui est renforcée par le fait que la France a inventé une idée complètement fausse, selon laquelle il y aurait différentes sortes de cerveaux. Il y aurait des cerveaux scientifiques et des cerveaux littéraires. Et on pense d'ailleurs que c'est l'un ou l'autre. Hein. Si vous êtes mauvais en maths, c'est sans doute que vous êtes un bon littéraire. Et si vous êtes littéraire, ce serait vraiment dangereux d'aller vous coltiner des maths ou des sciences parce que ça pourrait abîmer votre sensibilité. Mais c'est une idée dingue, ça. C'est complètement fou. On a parlé de nos souvenirs de lycéens tout à l'heure. Moi, je me souviens de mon prof de maths, de maths spé, voyant que je passais beaucoup de temps à lire des livres, en plus des livres qui n'étaient pas au programme. Il m'a dit, Klein, arrêtez de lire les livres, ça ne sert à rien. Mais vous voyez moi je rigole, mais vous voyez la violence du truc? Comment est-ce qu'on peut se croire autorisé à dire, là je suis en train de faire ma psychanalyse devant vous, comment on peut se croire autorisé à dire à un jeune homme de 19 ans qui découvre le monde, la vie, notamment par le biais de livres, comment on peut lui expliquer que c'est du temps perdu? Je trouve ça incroyable. Et donc, voilà, je pense que sans défendre une conception scolaire de la démocratie, je pense que nous devons réfléchir, tirer le bilan de ce qu'on a appris pendant le Covid pour voir comment on pourrait renforcer ce qui marche, parce qu'il y a quand même des choses qui marchent, et puis tirer les leçons des choses dont on a vu qu'elles ne marchaient pas. Et pour finir, parce que j'ai presque épuisé mon temps de parole, je voudrais dire une chose sur une querelle des anciens et des modernes qui a eu lieu, peut-être dans votre école, vos écoles d'ingénieurs, mais en tout cas elle a eu lieu à l'École centrale de Paris où j'enseigne. Il y a quelques années, il y a eu un débat énorme à propos de l'enseignement des sciences. Les vieux disaient, alors les vieux dont je fais partie, disaient il faut maintenir un enseignement de physique, des théories physiques,
Parce que les théories physiques, d'abord, il faut les enseigner en tenant compte du fait qu'il n'y a pas eu de révolution en physique depuis un siècle. Il y a eu des centaines de milliers de découvertes, mais fondamentalement, il n'y a pas eu de révolution. Je veux dire par là que la gravitation, on l'a décrit par les équations d'Einstein de relativité générale, 1915. Les particules et le reste, les forces nucléaires et électromagnétiques, on les décrit par la physique quantique, qui a été mise sur pied dans les années 20. Évidemment, on a amélioré les modèles, mais les principes fondamentaux, c'est les mêmes que dans ces années-là. Principe d'équivalence pour la relativité générale, et puis pour la mécanique quantique, c'est le principe de superposition qui est la base de la théorie des champs, etc. Et donc, c'est du solide. Et en plus, les théories physiques ne sont pas simplement des théories descriptives qui disent de façon économique ce qui se passe. Elles sont également un treuil ontologique, c'est-à-dire qu'elles permettent de prédire l'existence d'entités physiques qui sont réclamées par les équations et qu'on finit par découvrir après les avoir cherchées, et qu'on n'aurait pas découvertes si la théorie n'avait pas indiqué qu'elle devait exister. Donc, les exemples sont innombrables. Le boson de Higgs, les ondes gravitationnelles, les trous noirs, les pulsars, etc. sont des choses qui avaient été identifiées et caractérisées avant qu'on les détecte. Donc notre discours, c'était la théorie, dès lors qu'elle a été prouvée, c'est la meilleure façon d'entrer en contact avec le réel. Non pas que les théories décrivent le réel, mais au moins leur efficacité opératoire ne peut s'expliquer que si elles ont un contact avec quelque chose qui a à voir avec le réel. Oui, on était prudents. Mais les jeunes qui avaient lu ce fameux article de Chris Anderson de la revue Wired qui disait oui, mais la théorie va devenir obsolète. La physique théorique va devenir obsolète. Pourquoi? Parce que en recueillant des données, le fameux big data, analysé par des algorithmes intelligents, le réel se livrera davantage à nous que par le biais des théories physiques. Et donc, il faut apprendre aux élèves ingénieurs à coder dans tous les langages, au point que maintenant, ils parlent Python à table, dans notre environnement. Donc, nous, on a perdu, on a réduit les heures de physique, et ils codent. Voilà. Arrive ChatGPT, qui code mieux que les étudiants. Voilà. Donc, on a perdu la bataille, mais en fait, on a gagné la guerre. Hein. Et alors, juste pour finir, à propos du big data, est-ce que vous avez remarqué que les grandes lois physiques qu'on apprend à l'école, au lycée, même celles de la physique classique, sont des lois qui toujours contredisent l'observation. C'est-à-dire, elles disent le contraire de ce qu'on voit. Par exemple, ce qu'on voit, c'est que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Galilée dit non, ils tombent tous à la même vitesse, quelle que soit leur masse. Il décrit ainsi une loi dont personne, à l'époque, 1604, n'a jamais vu la réalisation expérimentale. Puisqu'à l'époque, on pensait que le vide n'existait pas et que de toute façon, on ne pourrait pas le faire. D'accord ? Donc il a réussi à trouver une loi qui contredit les données. Et vous pouvez dire la même chose, le principe d'inertie contredit les données, tous les mouvements qu'on voit s'amortissent, et Galilée dit dans un corps qui n'est soumis à aucune force, un mouvement rectiligne uniforme. Donc, et c'est encore pire évidemment avec la mécanique quantique et avec la théorie de la relativité. Autrement dit, la physique, c'est une entreprise qui nous a permis de nous émanciper du contexte particulier dans lequel nous sommes. Nous sommes sur Terre, dans un champ de gravitation bien défini. Nous ne sommes pas dans le vide, mais dans l'atmosphère. Nos vitesses de déplacement sont négligeables devant la vitesse de la lumière, ce qui fait qu'on peut prendre rendez-vous, etc. Et la physique, c'est une façon d'aller se faire voir ailleurs en se demandant ce qui se passerait si on était ailleurs que là où nous sommes. Eh bien, si vous prenez des données qui viennent du monde dans lequel nous sommes, pas de l'univers, mais du monde dans lequel nous sommes, ces données vous induisent en erreur. Elles ne vous permettent pas d'aller vous faire voir ailleurs. Et pour l'instant, aucune IA à qui on aurait donné toutes les données qu'on a aujourd'hui n'a été capable de retrouver les équations de la relativité générale ou les équations de la physique quantique. Quand Einstein découvre les équations d'Einstein de la gravitation, qu'est-ce qu'il sait sur l'univers en 1915? Mais rien. Il ne sait pas que l'univers est en expansion. Il ne sait pas d'où vient que les étoiles brillent.
On n'a pas découvert les forces nucléaires. Il ne sait pas qu'il existe d'autres galaxies que la nôtre. On parle de nébuleuses en croyant qu'elles sont dans la Voie lactée. On ne sait pas qu'elles sont loin. Il ne sait rien. Et il a quand même les bonnes équations. Et un siècle plus tard, après toutes les découvertes qu'on a faites, on décrit la gravitation avec les équations d'Einstein. Maintenant, faisons nous-mêmes une expérience de pensée. Imaginons qu'on donne à un algorithme intelligent toutes les données qu'on a. Est-ce que vous pensez que cet algorithme, alors des données recueillies par les télescopes, les satellites, les accélérateurs de particules, tout ce que vous voulez, vous donnez ces données à un algorithme, est-ce que vous pensez qu'il va être capable, à partir de ces données, de retrouver les équations d'Einstein? Eh bien, la réponse est non. En tout cas, c'est non pour l'instant. C'est-à-dire que l'IA n'est pas capable d'inventer des concepts. L'IA n'est pas capable de faire des expériences de pensée. Par exemple, en posant des questions du type « qu'est-ce qui se passerait si ?» Comme l'avait fait Galilée en se demandant « qu'est-ce qui se passerait si les corps tombaient dans le vide ?» Et d'ailleurs, on a fait l'expérience, on mesure les vitesses, les accélérations, les trajectoires de toutes sortes de corps, de masses différentes, de densités différentes, de formes différentes qu'on laisse tomber d'une certaine hauteur, dans des conditions météo différentes, avec du vent, pas de vent, de la pluie, etc. Et on donne ces données à un algorithme qui ne connaît pas la loi de la chute des corps. Ben, cet algorithme, il est parfaitement capable, mieux que vous, si vous lui dites « je vais lancer de cette hauteur un objet de telle masse, de telle forme, de telle densité », il est capable, si vous fixez les conditions météo du moment, de préciser la trajectoire de l'objet avec une meilleure précision que tous vos calculs analytiques. Très bien. Mais l'algorithme est incapable de dire si je laissais tomber ce corps dans le vide, il tomberait à la même vitesse que tous les autres. Donc jusqu'à preuve du contraire, Galilée 1, IA 0. Merci, sacrée introduction. Merci beaucoup, Étienne. On va poursuivre nos échanges avec la table ronde dont je vous parlais tout à l'heure, qui va réunir les deux directeurs d'école qui sont déjà présents. Je crois que nous en attendons un. Non, il est là, Monsieur Laflèche? Non, Monsieur Laflèche n'est pas encore arrivé. Donc nous attendons Monsieur Laflèche, mais j'invite d'ores et déjà ceux qui sont arrivés, Anthony Briand, directeur de l'école des ponts ParisTech, et Laurent Buisson, directeur général d'AgroParisTech, à me rejoindre, et évidemment Xavier Huillard, président directeur général de Vinci. Merci de les applaudir. Ça. Voilà. J'espère que Monsieur Laflèche va atteindre sa cible. C'est un peu facile, c'est vrai que je ne peux pas la rater. Et nous rejoindre en cours de route. Je vous propose néanmoins qu'on commence nos échanges. Je vous propose pour articuler ce débat un plan un peu scolaire qui va du plus large au plus précis. Donc, je vous propose qu'on structure nos échanges en 4 temps. Le premier temps, ce serait une réaction à l'intervention d'Étienne Klein sur la place de la science dans la société. Votre vision, vous en avez une autre sur ce sujet. Le deuxième temps, ce serait, au fond, quelles évolutions l'enseignement scientifique doit connaître en faveur de l'amélioration de cette place de la science dans la société. Il tient à inviter une réforme, en tout cas une réflexion sur le sujet tout à l'heure. Donc, place de la science dans la société, place de l'enseignement scientifique, quel rôle les entreprises comme Vinci, mais pas que, et les écoles qui sont là ce soir, mais pas que, quel rôle est-ce que ces acteurs, entreprises et écoles, ensemble ou séparément, peuvent jouer au service de l'amélioration des deux premiers sujets, place de la science et l'efficacité de l'enseignement scientifique. Et puis enfin, quatrième et dernier temps,
je vous propose qu'on dise un mot sur notre partenariat et la façon dont il contribue à améliorer ces sujets. Quel rôle ce partenariat peut jouer au service de l'enseignement, au service de la science. Voilà, c'est un plan du plus large vers le plus précis. La science, l'enseignement scientifique, le rôle des entreprises et des écoles, et notre partenariat qui, vous le savez, a déjà connu 3 séquences de 5 ans, 3 quinquennats en quelque sorte, et qui part aujourd'hui même pour un 4e quinquennat. C'est bien ça, Maxime, je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça l'idée. On va commencer tout de suite par la première séquence, si vous en êtes d'accord. Et je vais proposer à nos intervenants qui sont là ce soir, d'abord, dans un premier temps, de se présenter, et puis, dans un deuxième temps, s'ils le souhaitent, en réaction à l'intervention des témoins, de répondre à la question « Quelle place doit légitimement occuper la science dans notre société ?» Voilà. Qui veut se lancer? Monsieur Briand? Il en faut un peu comme ça. Je serai donc celui-là. Merci d'abord pour l'invitation. Je suis ravi de partager cette table ronde. Merci à Étienne Klein pour ces mots très inspirants. C'est compliqué l'exercice que vous nous demandez. Il faut réagir à la présentation d'Étienne Klein qui était particulièrement brillante. Mais je vais essayer de m'y atteler. Pardon, juste pour vous présenter, vous êtes Anthony Briand et vous êtes le patron de l'école des ponts. Comme le dit la photo derrière moi, c'est exactement ça. Je ressemble encore à peu près à la photo. Oui, mais vous ressemblez un peu les uns et les autres. Je ne commenterai pas cette... non, Étienne Klein a dit plein de choses avec lesquelles je suis pleinement en accord. Et en réfléchissant à la question, qui est quand même une question épineuse et très large, et sur lequel je n'ai pas la prétention d'avoir un avis complètement éclairé, je vais quand même vous donner quelques sentiments ou quelques intuitions. Le premier, je rebondissais sur ce que disait Étienne Klein sur le débat démocratique objectivé et donc apaisé. Et la nécessité, à un moment donné, oui, de faire confiance à ce que nous apporte l'expérience, l'expérimentation et donc la science, y compris, bien entendu, la théorie scientifique. Mais pour ça, il faut que tout à chacun ait pu avoir un accès direct à ces fondements scientifiques. Et donc je pense que là, il y a un combat important à mener. Il est d'autant plus important à mener que moi qui ai la chance depuis un an d'être le redirecteur d'une école qui a, mais je pense que c'est vrai aussi pour les autres directeurs, la prétention de vouloir jouer un rôle actif dans la transition écologique et dans la transition énergétique de notre pays, on ne peut pas se cacher derrière son petit doigt. Il y a derrière ces enjeux de décarbonation de nos économies, de sobriété, de réduction de notre empreinte environnementale, plein d'enjeux scientifiques. Et il faut redonner confiance à nos concitoyens qu'une partie de la solution, et j'ai bien dit une partie de la solution, se jouera par des travaux scientifiques plus poussés et aller plus loin dans nos recherches. Et d'ailleurs, c'est ce que l'on fait dans notre partenariat maintenant depuis de longues années. Mais pour ça, il faut que ce lien de confiance, il soit rétabli. Or, Étienne Klein le disait particulièrement bien, il donnait les chiffres. Cette confiance, elle est en décroissance continue. Alors, je ne sais pas s'il faut parler maintenant de défiance, mais voilà. Et se joue dans le sujet de la transition énergétique, cette défiance, c'est la question du solutionnisme. Est-ce que la réussite à la décarbonation de nos économies va passer par aller toujours plus loin dans la science? L'inverse, et il est terrible, c'est de dire non, la science nous a emmenés dans cette impasse et donc il faut rompre avec ce serait terrible parce que ça n'est pas possible. Mais on est à ce moment vraiment crucial où on n'a plus que jamais besoin d'avoir confiance en la science et il faut faire œuvre de pédagogie. Deuxième élément, pour rebondir sur ce que disait Étienne, c'est la technologie nous écarte de la science. Je trouve ça très très bien vu, effectivement. Je ne suis pas sûr de bien comprendre comment fonctionne mon smartphone, pourtant je sais l'utiliser. Ce qui se joue derrière ça, c'est le goût de comprendre en fait.
Et alors, la question, c'est comment on redonne à nos plus jeunes le goût de comprendre. Moi, j'ai la chance d'avoir des enfants qui, pour certains, sont collégiens. Et ça se voit, je veux dire, en fonction de la stimulation que l'on peut leur donner, et donc des opportunités que l'on peut leur créer, de l'environnement extrascolaire dans lequel ils sont immergés, cette capacité à restaurer le goût de comprendre, il est plus ou moins fort. Et c'est le troisième point sur lequel je conclurai ce premier propos, parce qu'Étienne l'a esquissé en prenant l'exemple de la discussion qu'il avait avec son collègue anglais, c'est la structuration de notre modèle éducatif et le fait de se demander si tout à chacun, tout enfant, quel que soit effectivement son environnement de naissance, quel que soit son genre encore plus, peut avoir les mêmes chances d'avoir accès à ces fondements initiaux de la science. Est-ce qu'il est immergé dans cet environnement culturel, familial, qui va lui donner le goût de comprendre et peut-être le goût de s'intéresser aux premières briques de la science. Et ça, je pense que c'est une question là aussi qu'il faut qu'on se pose, parce que je suis malheureusement pas certain que ce soit toujours le cas. Encore une fois, il suffit que je discute avec ma fille collégienne pour me rendre compte que ce qu'elle me renvoie comme image de certains nombres de ses camarades, c'est que ça n'est pas le cas. Il y a ces poncifs sociaux, les maths c'est compliqué, voilà. Non, les maths c'est pas compliqué, enfin en tout cas pas au collège, ça dépend de la manière dont elles sont apprises, et je vous rejoins complètement. Le jeu intellectuel peut être une manière efficace de donner ce goût de la compréhension. Et donc voilà, donc, la nécessité absolue, je crois, de recréer ce lien entre la science et la société à un moment donné où l'enjeu de cette bifurcation écologique majeure appelle qu'il n'y ait pas de défiance avec la science, sans mettre la science comme la solution de tout, parce que là, ce serait contre-productif, mais en tout cas en lui redonnant sa bonne position, restaurer ce goût de la compréhension, parce que derrière l'approche à la science, et vous le disiez très bien avec les modèles, c'est le goût de comprendre, et puis la question de l'équité sociale et de la manière dont le système éducatif compense potentiellement un environnement familial ou socioculturel qui ne donne peut-être pas accès autant qu'à d'autres. C'est quelques clés. Voilà. Je peux peut-être être trop long. Ça me fait penser que le goût de comprendre, ça me fait penser à ce que disait le philosophe Lagno, quand on lui demandait de définir la sagesse, il disait « Ne reste pas sans question devant une graine ». C'est plus facile de se poser des questions sur une graine que sur l'intérieur d'un smartphone, ça c'est sûr. Monsieur Lafèche, on est vraiment très content que vous nous ayez rejoints. On a eu un petit peu peur pour vous. On a eu un peu peur que vous soyez définitivement perdu, mais on est très content de vous accueillir chez Léonard Paris. Je ne vais pas vous demander de réagir à l'intervention d'Étienne Klein, ça serait cruel, mais je vais vous demander quelle serait pour fêter votre arrivée, quelle serait votre réponse à la question posée qui est quelle place doit légitimement occuper la science dans notre société? Est-ce qu'elle a perdu un terrain? Est-ce qu'elle doit en regagner? Oh, vous avez un micro dessus? Ah voilà, je vous vois. D'abord, je vous prie de bien vouloir m'excuser parce que j'ai testé les émissions de CO2 d'un RER à l'arrêt, mais je n'ai pas les résultats d'analyse de cycle de vie encore disponibles. Et la mobilité douce, on était quand même un peu serré. Voilà. En tout cas, merci de votre bienveillance et de l'accueil chaleureux malgré mon retard. J'en suis vraiment confus. Le rôle de la science, moi je suis arrivé à l'école des mines il y a 7 ans. Avant, j'ai dirigé le BRGM et puis avant l'INERIS. Et on fête aujourd'hui les 15e anniversaires de notre chaire, mais c'est aussi cette année 2023 le 15e anniversaire de la signature d'une charte d'ouverture à la société d'organismes de recherche. Et donc, on est dans ce domaine-là. Quel est le rapport de la science et de la société? Bon, il y a un journaliste, c'est Sylvestre Huette, qui a vraiment été un de mes inspirateurs sur le sujet, sur la manière dont le politique accrédite la prise de parole de l'expert chercheur public dans les débats. Et je crois que c'est important que on sorte de nos zones de confiance. Alors, le rôle de la science, oui, mais la crédibilité de ces porte-paroles, c'est un élément. Et vu de la fenêtre de l'école, où maintenant je suis dans une école, je ne suis plus simplement organisme de recherche, le sujet qu'on essaie de faire passer, c'est la bonne réponse à une mauvaise question reste une mauvaise réponse. Donc il faut poser les questions différemment, et donc il faut élargir le cercle des parties prenantes. Et je crois que c'est aussi quelque chose qui m'a marqué dans ces débats avec la société civile, des relais d'opinion, c'est l'asymétrie de connaissances a complètement disparu.
C'est-à-dire, mettez un chercheur, mettez un expert devant des ONG, il va être... Moi, je me rappelle, c'était en écotoxicologie, un débat il y a une quinzaine d'années, où le chercheur disait, je vais faire de la vulgarisation, et ils m'ont poussé dans mes retranchements scientifiques. Et ça, c'était une prise de conscience pour le sachant, de s'apercevoir que l'asymétrie de connaissances, elle n'est plus là. Et je crois que c'est important que nos diplômés ils soient préparés à aller dans un monde et qu'ils élargissent le cercle des parties prenantes. Et moi, je pousse nos étudiants à sortir de cercle de confiance, les organes des débats sur l'environnement, etc. Très bien. Mais ils vont le faire avec qui? Ils vont inviter à leur table ronde des représentants d'enseignants-chercheurs, d'autres étudiants, des représentants industriels, éventuellement du ministère. Et je leur dis, mais quel est le représentant de Greta Thunberg? Ils disent, oh, bah oui, mais si vous n'osez pas sortir de votre zone de confiance aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire demain? Et si vous n'entendez pas les questions comme elles sont posées différemment, donc, avant d'avoir la prise de parole des scientifiques pour éclairer le débat, c'est poser les questions différemment et ouvrir un petit peu le champ. Donc je pense qu'il faut préparer nos étudiants pour pouvoir, et aussi nos chercheurs, parce que fondamentalement, je m'aperçois que dans la charte d'ouverture à la société, on trouve des organismes de recherche, on trouve Gustave Eiffel, mais ça, c'est la restructuration de l'INRAE, etc. Mais ce n'est pas spécialement le monde académique. Et je pense qu'autour de la table, on a cet effort à faire pour faire ce premier pas, qui est effectivement mettre un premier pas de modestie pour l'expert, le scientifique, de comprendre que l'asymétrie de connaissances n'est plus là, et sortir de cette zone de confiance où on a un petit peu l'habitude de rester. Et je pense qu'on a aussi à apprendre. Et c'est peut-être un sujet sur lequel, ensemble, dans notre chaire, on pourrait avancer. Et c'est des vieux souvenirs, on pourrait revenir. J'étais à l'AFNOR pendant 5 ans, président de la commission environnement et responsabilité sociale des entreprises sur le comité stratégique. Mais ça fait également réfléchir. On parlera de notre partenariat, oui, tout à l'heure. Monsieur Buisson, une réaction? Donc, moi, je suis, comme l'écran le montre, je suis le directeur d'AgroParisTech. Sur le rôle et la place de la science dans la société, je vais peut-être commencer par des choses toutes simples, mais le premier rôle de la science, c'est de nous aider, nous, l'humanité, à appréhender le monde et à appréhender toute sa complexité. Assez rapidement, la science, elle peut jouer un rôle pour nous donner des alertes. C'est ce qui se passe aujourd'hui sur le changement climatique. D'ailleurs, c'est assez étonnant de voir que la science est considérée souvent comme responsable du problème, alors qu'en fait, la science, elle nous alerte depuis 30 ans, 40 ans, sur la menace liée au changement climatique. Donc on voit bien que la population ou les gens ont, par rapport à la science, une relation ambivalente, parce qu'on l'accuse de tous les maux, alors même que c'est elle qui nous dit depuis 40 ans, attention, attention, attention. Donc elle est là déjà pour nous aider à appréhender la complexité du monde. Elle est aussi là pour éclairer, alerter, éclairer la société. Et c'est vrai qu'on est dans une période qui est un peu compliquée. C'est peut-être le smartphone, effectivement, qui fait croire à tout le monde, à tout un chacun, qu'il est capable de tout comprendre, puisqu'il sait se servir d'un smartphone. Et ça, c'est compliqué parce que c'est difficile, parce qu'en fait, le monde est très complexe. Et dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, avec la manière dont fonctionnent les médias et les réseaux sociaux et beaucoup d'autres dispositifs qui sont à notre disposition, on a du mal à faire assumer la complexité du monde par les gens. Les gens, ils veulent des réponses simples. Ça doit tenir dans un message Twitter, ça doit tenir dans un article de 20 minutes, ça doit tenir dans un flash de France Info, etc. Ça doit être très très court, il faut des punchlines. Et il est très très difficile de réduire la complexité des problèmes scientifiques à un message Twitter. Alors, on peut progresser et nous essayons d'aider nos collègues à progresser dans leur capacité à communiquer cette complexité du monde à nos concitoyens. The Conversation, c'est un bon exemple de ce que les journalistes, lorsqu'ils aident les scientifiques, peuvent leur permettre de faire dans la communication. Je me souviens d'un prof de médecine, je ne sais plus s'il était de la Pitié-Salpêtrière ou de Saint-Antoine, qui avait expliqué à un moment, lors de la crise du Covid, auquel vous avez fait allusion, que désormais, il refusait de participer à des panels dans les médias sans vérifier qui serait autour de la table. Alors ça peut paraître contradictoire avec ce que disait à l'instant Vincent, mais je ne crois pas. Il n'avait pas de problème avec la Greta Thunberg
du Covid, parce que en fait, Greta Thunberg, elle a beaucoup travaillé les sujets. On est d'accord ou pas avec elle, mais elle a beaucoup travaillé les sujets. Par contre, il s'était aperçu que dans certaines tables rondes, il y avait des gens qui n'avaient absolument aucune notion des sujets qui allaient être abordés, et le jeu du panel faisait que finalement, ils avaient la même place que lui, grand épidémiologiste des maladies respiratoires, et il disait, mais ça n'a plus aucun sens. Donc il avait pris comme posture de refuser de participer à ce type de débat. Dernier point sur la confiance, la crise du Covid a aussi montré que la confiance que les scientifiques, dont les scientifiques disposent dans la population, c'est pas un acquis permanent. Elle peut être remise en cause. Et l'un des exercices auxquels les scientifiques doivent être très attentifs, c'est celui d'endosser la responsabilité des décideurs à la place des décideurs. Les décideurs n'attendent que ça. Moi, au début de ma carrière, j'ai travaillé sur les risques naturels, et il y avait eu un colloque qui s'était tenu dans Seine-et-Marne qui s'appelait « Les experts sont formels ». Et dans ce colloque, les sociologues, les politistes, les juristes aussi, avaient bien mis en évidence comment les décideurs cherchaient à faire dire aux experts qu'il fallait appliquer telle ou telle solution, parce qu'eux-mêmes, en tant que décideurs, avaient du mal à assumer cette décision. Il était tellement plus facile de la faire assumer par des scientifiques. Et à l'époque, alors on était plutôt sur les risques industriels, les risques naturels, c'était l'époque de Haroun Tazieff. À l'époque, ce colloque avait fait progresser toute la communauté des risques industriels et naturels, parce qu'on avait pris conscience, nous les ingénieurs, qu'on ne devait, ou les scientifiques, qu'on était simplement là pour éclairer la décision, proposer des solutions, mais les proposer à des décideurs dont c'est le métier. Et les décideurs, dans une démocratie, il y a les décideurs publics, dans une économie de marché, il y a les chefs d'entreprise, mais ce sont eux les décideurs. Le scientifique ou l'ingénieur est simplement là pour éclairer et faire des propositions pour que les décideurs fassent leur travail. Et lorsque ces décideurs, et on l'a vu au moment du Covid, refilent le bébé, si vous me passez l'expression, aux médecins, aux épidémiologistes, là, la confiance se détruit. Parce qu'effectivement, au bout d'un moment, le scientifique assume un rôle qui n'est plus le sien et il va perdre assez rapidement sa légitimité. Et la science tout entière avec lui. Merci. Xavier ? Oui, Pierre. Est-ce que tu veux réagir ? Oui. Enfin, nous, c'est pour nous existentiel chez Vinci. Quand on construit un barrage à voûte mince, quand on construit un pont sophistiqué, quand on construit l'arche de Tchernobyl, quand je dis quand on l'a construit, quand on en fait l'ingénierie, la conception et la construction, éventuellement l'exploitation, etc., etc., ou le tunnel du Fehmarn entre le Danemark et l'Allemagne, qui va permettre des gains incroyables, y compris sur le plan environnemental. Évidemment, on n'a pas le droit de bricoler. Et donc, la science est absolument, totalement centrale. Et si je dis ça, c'est que il se trouve que la France, c'est une réalité incroyable, a en son sein 3 des 10 principaux leaders mondiaux dans ces métiers. Incroyable. D'où ça vient ? Ça vient de l'époque où l'esprit scientifique était suffisamment déployé pour qu'effectivement on soit capable d'avoir aujourd'hui chez Vinci 275 000 collaborateurs qui sont tous imprégnés de culture scientifique. Alors il y a quelques exceptions, mais l'essentiel sont imprégnés de culture scientifique. Si je dis ça, c'est pas seulement pour glorifier notre groupe, c'est également parce qu'il faut être conscient du fait que lorsque nous portons nos méthodes, nos manières de faire à l'international, et nous sommes présents dans 110 pays, c'est pas seulement la technique, c'est pas seulement le génie français des grands ouvrages que nous exportons, c'est également notre manière bien française, bien européenne, de mettre beaucoup d'humanisme dans notre manière d'exprimer le capitalisme. C'est ça que nous exportons. Et nous exportons également notre manière bien à nous
de voir la performance comme devant être une performance globale, c'est-à-dire pas seulement ni technique ni financière, mais de plus en plus sociale et environnementale. C'est ça que nous exportons. Et notre grande angoisse, c'est qu'au moment où tout est en train de se transformer sous l'effet de ce tsunami induit par la transition environnementale et énergétique, qui génère des opportunités extraordinaires, on a un sentiment que nous allons être freinés dans notre élan, faute d'avoir accès à une ressource scientifique en quantité suffisante. Ensuite, je voudrais faire juste, non pas un apport, ce serait bien prétentieux, mais une réflexion suite à ce que nous a dit Étienne. Moi, j'ai le sentiment que aborder la science par la science, c'est peine perdue. Et je pense qu'on a insuffisamment exploité l'autre manière d'aborder la science qui est par l'émotion. Moi, quand j'explique l'électricité, on est très électriciens dans le groupe, je demande aux jeunes à qui je l'explique, non pas d'apprendre par cœur la loi d'Ohm, mais de s'imaginer accroché à un électron qui est piégé dans un fil électrique avec plein de petits collègues électrons sur son trajet et lui demander de ressentir la douleur qui va être la sienne, les chocs qui vont être générés, et par ce biais, je l'amène à l'effet Joule. Voilà. Et ce qui me frappe à l'inverse, c'est que tout à l'heure, Étienne nous disait, en gros, les concepts physiques d'aujourd'hui, ils datent d'il y a 100 ans. Le paradoxe, c'est qu'en réalité, la plupart d'entre nous ne savons toujours pas réellement nous les approprier dans notre vie quotidienne. Et pourquoi? Parce qu'on a essayé de les approcher uniquement par la science, alors qu'on découvre maintenant qu'il y a plein d'autres manières d'aborder les théories d'Einstein, et notamment par l'art et par l'émotion. Et donc c'est comme ça qu'il faut aller, j'imagine, chercher des gens. C'est pas par la science, parce que ça c'est peine perdue, on tourne en rond. C'est probablement en utilisant d'autres chemins qui sont soit l'émotion, c'est l'histoire de mon jeune à qui j'explique l'électricité, ou par l'art, qui est une voie qui a l'air de commencer à être prospère et qui permet de mieux appréhender ce que sont ces trucs très étranges comme l'intrication d'un certain nombre de particules ou les théories, les concepts d'Einstein. Et donc je pense qu'on s'est planté parce qu'on a voulu aborder la science par la science. Merci Xavier. Vous avez tous énormément de choses à dire, donc on va essayer d'accélérer un peu le tempo. Et pour accélérer le tempo, je vous propose qu'on essaye de répondre à 2 questions en une, au temps 2 et au temps 3. Le temps 2, c'est quel est le rôle naturel de l'enseignement scientifique au service de l'amélioration de la place dans cette société. Mais je vous propose de répondre à cette question, au fond, par qu'est-ce que vous faites, vous, concrètement, pour améliorer les choses, qu'est-ce que vous faites vous concrètement pour faire en sorte que l'enseignement scientifique retrouve la place qu'il doit occuper ou même gagne du terrain parce qu'on en a besoin. Vous vous souvenez sans doute de la pétition pour le retour des maths dans le tronc commun qui avait été signée par quelques dirigeants de grandes entreprises françaises il y a quelque temps et qui disait « Parce que la puissance industrielle d'un pays ne peut progresser sans compétences scientifiques, parce que la transition écologique et digitale réclame davantage d'ingénieurs, et pas seulement pour savoir ce qu'il y a dans un smartphone, ben voilà, on a besoin d'un enseignement scientifique. Qu'est-ce que vous faites, vous, les uns et les autres, pour que les choses s'améliorent? Voilà, je ne sais pas, Monsieur Laflèche, par exemple, pour commencer. Un des premiers points, c'est quand même d'aller faire un peu de prosélytisme autour de l'intérêt des carrières scientifiques et d'éveiller des vocations scientifiques très tôt, dès le lycée. Et ça, je crois que c'est des sujets sur lesquels on est tous mobilisés, attirer des vocations. Et d'ailleurs, on s'aperçoit, je discute avec des collègues, on s'éloigne un peu des écoles d'ingénieurs avec le président de Dauphine qui vient d'ouvrir un sujet sur l'IA. Alors on va dire, si je fais un sujet sur l'IA, je ne vais pas avoir de jeunes filles. Mais on a besoin d'attirer les talents. Mais si on fait l'IA attirée aux sciences de gestion, 50% de jeunes filles. Donc il faut effectivement aussi présenter la science, non pas par la science, mais par son utilité. Et on attire d'autres talents. Donc le premier point, c'est attirer des talents. Et on a besoin de cette diversité et de ne pas enfermer des scientifiques ou gérer des ingénieurs. Et par contre, j'ai un petit bémol, c'est ingénieur scientifique, ce n'est pas du tout synonyme. Et je crois qu'effectivement, mais là, c'est
à l'époque où c'était fait régulièrement, c'était l'IRSN qui publiait une cartographie d'évolution de la cartographie la crédibilité des acteurs dans les débats. Et on a vu qu'en fait, la dégringolade de la crédibilité de l'ingénieur, ça a commencé à la fin des 30 Glorieuses. Le professeur a gardé un peu plus longtemps sa crédibilité. Donc derrière le mot scientifique, en fait, ça revêt des panels très différents. Mais notre premier rôle, je crois, c'est d'attirer des vocations et après d'aller les développer. Mais je passe la parole au voisin. Diversifier, Tirer et diversifier. Et parce que, quelque part, l'innovation, tout ce dont on a besoin, c'est aussi la diversité des talents. Diversité. Donc, on souhaite également que nos promotions incarnent davantage les diversités de la société. Et quelque part, l'innovation, le progrès, il ne fera pas en venant entre eux des ingénieurs monomodèles. Ça, on n'y arrivera pas. C'est peut-être en faisant de l'école un environnement plus inclusif qu'on luttera contre cette forme d'élitisme dont parlait Étienne Pin tout à l'heure. Monsieur Michon. Oui, alors moi je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Vincent. On doit attirer plus de jeunes vers ces études en allant chercher notamment dans les populations qui naturellement ne viennent pas vers les études scientifiques. Alors à l'agro, c'est un peu différent sur la question du genre parce que pour le coup nous avons beaucoup de jeunes femmes. On a une très forte majorité de jeunes femmes parce que, évidemment, on reproduit des stéréotypes un peu genrés. Les sciences de la vie, ça intéresse les filles et les sciences inertes ou les sciences de la matière morte intéressent plutôt les hommes. D'ailleurs, on cherche aussi à avoir plus d'hommes parmi nos étudiants parce qu'on pense que c'est pas bon d'avoir une forme de déséquilibre, même si... Oui, depuis qu'on est arrivé à Palaiseau, il y a un certain nombre d'écoles qui sont venues nous voir, et pas uniquement pour les soirées étudiantes, parce qu'évidemment, ils se sont dit, mais tiens, vous, dans AgroParisTech, vous avez pas mal de filles, c'est très intéressant. Je ne vais pas m'étendre plus longuement sur la question du genre, mais je vais plutôt sur la question de la géographie et de l'origine sociale. À AgroParisTech, on a développé l'enseignement par apprentissage depuis quelques années, et on est très content de ce résultat. On recrute des jeunes qui viennent de BTS, de BTS-A, BTS agricole, de DUT, maintenant des BUT. Et on est très content de ce résultat, d'abord parce qu'on s'est aperçu qu'en genre, c'était un peu plus équilibré. Et puis surtout, on s'est aperçu qu'ils viennent plus de provinces. À AgroParisTech, on a pas mal de gens qui viennent d'Île-de-France. Et on s'est aperçu que du côté des apprentis, on avait une représentation plus fidèle de la population française. Et alors la question qui s'est rapidement posée parmi nos collègues, je pense à ceux qui sont ici autour de nous, est-ce qu'ils ont le niveau ? Mais on ne s'était jamais posé la question de savoir si, après une classe préparatoire bio à Henri IV, on savait reconnaître dès la première année... je ne vais pas dire une vache et une chèvre, mais de l'orge et du blé, par exemple. Ça, c'est des questions qu'on ne se posait pas. Par contre, on se disait, mais est-ce qu'ils vont avoir le niveau en mathématiques ? Eh bien oui, en fait, on s'aperçoit qu'à la sortie, ils ont le niveau en mathématiques et qu'ils sont même très heureux de tout ce qu'ils ont appris en statistiques. Parce qu'on a des collègues, professeurs de mathématiques, qui font un effort particulier vis-à-vis de ce public d'apprentis, qui effectivement n'arrivent pas avec la même quantité de mouvements que ceux qui viennent de passer 2 ou 3 ans en classe préparatoire à faire beaucoup de mathématiques. Et je parle des mathématiques, mais on peut parler aussi d'autres dimensions. Donc voilà, nous, ce qui nous semble important, c'est d'aller chercher une diversité. Là, j'ai pris l'exemple des apprentis parce que je coche à la fois la case origine sociale et puis la case géographique. Mais on pourrait débattre aussi de l'international. On a des masters Erasmus Mundus qui nous permettent d'aller chercher des jeunes, notamment des jeunes femmes, dans des pays, en provenance de pays où il n'est pas naturel pour des jeunes femmes de faire des études. Et on est très fiers d'arriver à leur faire des études scientifiques. Et je pense d'ailleurs que leurs camarades masculins qui viennent des mêmes pays apprennent aussi beaucoup à étudier, décidément, ça ne veut pas rester, apprennent beaucoup à étudier avec des jeunes femmes ensemble, alors que dans leur pays, ce ne serait pas possible. Donc voilà, diversifions, et pour ça, il faut aller vers ces populations.
On essaye les cordées de la réussite, ça donne des résultats intéressants, c'est pas la panacée, mais on arrive à avoir des résultats intéressants et on se rend compte qu'il faut aller beaucoup plus souvent qu'on ne le faisait jusqu'à présent dans les salons, des journées portes ouvertes, dans les IUT, dans les facultés de sciences et puis évidemment dans les lycées techniques ou les lycées agricoles. Merci, M. Briand. Oui, rapidement, deux choses. Moi, je crois beaucoup au rôle modèle et on a une chance assez formidable dans nos écoles, c'est qu'on a des élèves brillants et assez engagés. Et donc, la première chose qu'on fait, je rejoins ce que disait Vincent, c'est que nos élèves sont les premiers ambassadeurs, puisqu'ils sont acquis, entre guillemets, à la cause, pour faire ce prosélytisme, notamment dans les plus petites classes. Et ce qu'on fait, pour être très pratico-pratique, c'est que nos élèves, à travers des dispositifs comme les cordées de la réussite, ils vont dans les collèges et dans les lycées de nos territoires faire du soutien scolaire, faire de l'expérimentation scientifique, donner cet environnement dans les plus petites classes scientifiques qui est tant nécessaire pour allumer quelques envies, quelques aspirations à aller plus loin. Je prends un exemple, j'ai la chance la semaine prochaine de recevoir à l'école un groupe de collégiens de la ville de Trappes, pour une raison simple, c'est qu'on a un alumni qui a été mis en valeur par la ville de Trappes il y a quelques semaines. Et il nous a dit, moi j'aimerais permettre aux jeunes gens de cette ville de savoir ce que c'est l'école des ponts, peut-être de démystifier aussi un peu ce que sont nos grandes écoles. Donc ça passe par des choses très simples, mais moi j'y crois très très fort. Un autre exemple, c'est ouvrir nos écoles. Je suis désolé, c'est un petit 3 minutes d'autopromo, mais on a fait la fête de la science mi-octobre. Quand il y a 400 personnes qui viennent à l'école des ponts et que c'est non seulement les familles de nos chercheurs, de nos agents, mais c'est aussi les gens de notre territoire qui viennent avec leurs enfants. On met en place des expériences issues des recherches des laboratoires de notre école. Peut-être là aussi on aura fait œuvre utile pour faire ce lien entre sciences et société. Et puis le dernier point, après je ne veux pas être trop long, c'est Étienne Klein dit vulgarisation, nous on dit médiation scientifique à l'école, c'est utiliser toutes les ressources possibles, et je crois vraiment que nos écoles ont une responsabilité en la matière, de mettre par tous les vecteurs possibles la science au niveau de nos concitoyens. Je vous prends deux exemples. On a mis en place une revue électronique qui s'appelle Ingenius. On collabore d'ailleurs avec The Conversation qu'évoquait tout à l'heure Laurent. C'est typiquement ce genre d'outil qu'il faut utiliser. L'autre exemple, c'est pour faire un clin d'œil au débat sur l'intelligence artificielle et au modèle qu'évoquait Étienne Klein. On a relancé les annales des ponts et chaussées. Les annales des ponts et chaussées ont fait la gloire de mon école. Maintenant, ça s'appelle Transition, parce que l'objectif, c'est bien la transition écologique et énergétique. Et le dernier numéro 3, est exactement sur cette question-là. Un dialogue entre des mathématiciens et des informaticiens, des gens de l'intelligence artificielle, sur modélisation, simulation, intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça dit pour être au rendez-vous de la transition écologique et de la décarbonation. Un objet comme ça, qui est un livre qui traduit de la science de très haut niveau, mais appréhendable par tout à chacun, je crois que c'est autant de leviers, autant d'opportunités pour retisser ce lien entre la science et la société. Est-ce qu'il y aurait pas une piste pour aller dans ce sens-là, et aussi pour résoudre la question de ingénieur scientifique, c'est pas tout à fait la même réalité. Je sais que vous avez des convictions sur tordre le cou à cette espèce de cliché qui fait qu'on oppose sans arrêt ingénieur et doctorant. Est-ce que c'est pas une piste, ça aussi? Oui, enfin, en tout cas, il y a un enjeu. Je suis assez d'accord avec ce que dit Vincent. On a des ingénieurs qui sont utiles. Enfin, j'espère que Xavier sera d'accord, qui sont utiles à nos grandes entreprises, qui forment bien, qui ont une formation en plus qu'on dit généraliste, et non seulement c'est de très bons techniciens, mais en plus ils savent remettre leur technique dans un environnement plus global, et ça fait d'eux des gens qui sont capables de manager des projets complexes à un moment où effectivement les sujets sont complexes et où l'enjeu de la conviction est peut-être plus fort encore qu'il ne l'était par le passé. Je ne cesse de dire à mes élèves, il eût été une époque où être ingénieur des ponts, ça vous donnait une place dans la société. Cette époque est révolue depuis un certain temps. Vous allez passer votre vie à convaincre que ce que vous faites va dans le bon sens, et soyez dans le registre de la conviction, pas de l'injonction. Ça ne répond pas à votre question. Ce que je veux dire, c'est qu'être ingénieur,
ça ne suffit pas pour un certain nombre de problématiques très complexes, très pointues, peut-être trop pointues. Et là, l'entrée à plein pied dans les sciences, en allant au-delà, en faisant un master de recherche, en faisant un doctorat, en choisissant de se spécialiser, est à mon avis une nécessité. Et d'ailleurs, je boucle la boucle. Aujourd'hui, on voit aussi que dans les grandes entreprises, la question du doctorat au-delà, et ce n'est pas en opposition, c'est en complémentarité de ce qu'apportent les ingénieurs, devient éminemment utile parce que les projets deviennent eux-mêmes plus complexes, scientifiquement plus pointus. C'est d'une façon de recruter aussi. Et c'est une façon de recruter aussi d'autres publics. Maxime, on a un exemple vivant. Une toute petite seconde, Xavier, je voudrais poser un ou deux points avec nos autres invités avant de donner la parole. Je voulais demander à Monsieur Laflèche de revenir un peu sur un point qui est comment vous prenez en compte au MIN les nouvelles attentes des étudiants, notamment en matière d'engagement. Concrètement, comment vous faites? La stratégie de l'école, elle est assez simple. C'est courir derrière les étudiants en essayant de faire croire qu'on était devant. Voilà, je résume. Voilà. Donc sur le sujet, non, mais quelque part, il y a cette attente. Hein, quand je suis rentré à l'école en tant que directeur, hein, ils n'étaient pas contents parce qu'on avait fermé l'option finance pour préparer à faire du Kerviel par la suite. Et ils voulaient faire. Et finalement, maintenant, on dit la finance, on a besoin de l'innovation, également la finance de la transition. Donc ça dépend ce que ça veut dire. Mais effectivement, on a la chance. D'abord, je crois qu'autour de la table, on est. En tout cas, pour nos diplômes d'ingénieurs généralistes, on a de la chance parce qu'on aborde des étudiants faciles, déjà convaincus. Donc, nous, on n'est pas représentatif de l'enseignement supérieur. On a des étudiants qu'on n'a pas besoin de convaincre. Ça, c'est le premier point. Répondre à leurs attentes, c'est effectivement, on leur a proposé quelque chose. Et donc, ce qu'on a fait, c'est les former à. Mais quelque part, l'ambition, là que je porte un peu personnellement à l'école, hein, quand je suis arrivé, on m'a un peu traité d'écolo, mais c'est. J'aimerais effectivement qu'on arrive à convaincre nos étudiants qu'ils peuvent s'engager dans une carrière scientifique sans renoncer à leur quête de sens et à leur volonté d'être des contributeurs pour la transition vers un monde neutre en carbone. Et donc, on est effectivement dans une logique d'engagement et non pas de désertion. Et on a aussi cette chance de ne pas avoir eu à gérer cette question de désertion. Et ça, effectivement, on arrive à conjuguer à la fois un engagement très fort de nos étudiants. Alors, ils ne sont pas là aujourd'hui, on est dans un monde un peu plus carboné. Et lors du grand gala, j'étais ravi l'année dernière, ils avaient invité, ce n'est pas un problème, il y avait Jean-Pierre Clamadieu, un ancien de l'école, qui était là avec des anciens de l'école qui étaient chez Engie. Patrick Pouyanné était venu également avec une table qu'il avait sponsorisée. Et il n'y avait pas de contradiction pour eux à avoir très pointu, très engagé et à côtoyer des patrons qui sont quand même à la tête d'entreprises un tout petit peu carbonées, quand même, je crois, Total ou Engie. Voilà. Et le dialogue passe, et donc ils étaient sur une notion d'engagement. Nous, on est prêts à s'engager. Ils ont fait leur déclaration qui est sur YouTube, à la remise des diplômes. Nous, on est prêts à s'engager, à aller dans les grands groupes, mais pas pour aller faire des nouveaux forages pétroliers, mais pour la transition. Et donc, voilà, c'est ça un petit peu l'ambition, et on leur a donné les outils dès la première année. Ok, merci beaucoup. Peut-être, M. Buisson, un mot sur ce qu'il dit, je crois, chez Abro, qui va dans ce sens-là aussi, c'est votre politique sciences et société. Peut-être un mot sur ce sujet? Oui. Bon, j'avais peut-être plutôt envie de réagir sur la question précédente. Moi, je fais que poser des questions, en fait. On peut faire du marché et le cabage. C'est pas ma question, oui, mais c'est ma réponse. Pas de souci. L'important, c'est qu'on vous entende. Non. J'ai essayé de répondre à votre question. On a une communauté qui est extrêmement engagée, très sensibilisée aux questions du changement global. Et donc, évidemment, nos scientifiques, nos enseignants-chercheurs, nos chercheurs, nos étudiants sont tout à fait en bonne situation pour aborder ces questions vis-à-vis du grand public. On avait quand j'ai pris mes fonctions, il y avait une tradition d'organiser des débats à AgroParisTech. On y a mis un terme momentanément parce qu'on s'était aperçu que ce n'était plus des débats. On avait sur chaque sujet un certain nombre de gens qui étaient prêts à défendre une position, mais en face, on avait un peu plus de mal à trouver des gens capables de défendre une autre position. Donc on est en train de repenser notre
notre politique sciences et société. Je vois Alexandre Perry, notre directeur de la recherche, qui a cette responsabilité. On est en train de repenser cette politique parce qu'il nous semble essentiel d'offrir le choix à nos étudiants comme à ceux qui viennent à AgroParisTech pour en savoir plus sur la science, pour ne pas avoir un seul son de cloche, mais bien plusieurs sons de cloche avec des points de vue différents. Merci beaucoup. Xavier. Je croyais que tu m'avais oublié. Mais pas du tout. Comment pourrais-je t'oublier? Non, je voudrais également rebondir un peu sur cette distinction entre ingénieur et quoi, scientifique. C'était une approche de crédibilité et pas forcément une approche de différence scientifique. Oui, mais donc je ne voudrais pas laisser penser qu'il y ait une véritable dichotomie entre les deux. Je vais donner un exemple. Lorsque, pour désenclaver le Péloponnèse du continent grec, nous construisons le pont d'Orion-Antérion qui enjambe le détroit de Corinthe. Ce n'est pas seulement un boulot d'ingénieur, c'est un boulot extrêmement scientifique parce que les fondations, elles sont soumises à tixotropie en cas de séisme et qu'il faut savoir modéliser ce qui va se passer. Et Dieu sait s'il y a des séismes, puisqu'il y a une fracture de tectonique des plaques à cet endroit-là. Il va falloir modéliser la manière dont le sous-sol au fond de la mer, à 80 mètres sous l'eau, va réagir en cas de séisme, parce que c'est là-dessus qu'on va fonder nos piles. Et puis, il faut des études métallurgiques relativement sophistiquées pour être certain que les câbles, puisque c'est un pont à haubans, vont effectivement pouvoir non seulement soutenir le pont, mais également résister en cas de séisme ou en cas de foudre horizontale, comme il y en a dans cette partie du monde. Et donc, ça veut dire que la frontière, en réalité, elle est relativement ténue. Néanmoins, ce qui est vrai, c'est que nous avons, dans nos entreprises, très longtemps considéré que cette partie réellement scientifique ne devait s'exprimer qu'en dehors du groupe et on allait chercher cette expertise lorsqu'on en avait besoin. Et nous avons conscience depuis quelques années, c'est pas très facile, qu'il faut aller prendre des doctorants, des thésards pour les amener dans l'entreprise et non pas seulement avec l'idée de leur permettre de continuer leur recherche chez nous, mais avec dans l'idée quasiment d'en faire des patrons de business unit, quoi, histoire de mixer la composante ingénieur, manager et la composante scientifique. C'est relativement nouveau. Là-dessus, cela étant dit, je voudrais revenir au propos. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On a monté un système dont on est assez fier. À l'époque, pas tout à fait pour cette raison-là, qui consiste chaque année à accueillir 5000 jeunes de 3e ou seconde, exclusivement en provenance de quartiers prioritaires de la ville. Et ça faisait suite à une commande lancée par le président Macron après l'épisode dramatique de ce fameux samedi où on a tous pensé qu'on basculait dans la guerre civile, vous vous souvenez, à l'Arc de Triomphe. Quelques jours après, il nous réunit à l'Élysée pour nous dire « Les gars, vous n'en faites pas assez ». Les gars et les filles, vous n'en faites pas assez pour les banlieues, il faut faire quelque chose. Je reviens au boulot, je demande à mon DRH de passer, je lui dis, les stages de 3e ou de seconde, là, pour l'instant, ça se fait à la bonne franquette, on prend la copine du copain de machin, bon, on va l'industrialiser exclusivement en provenance de quartiers prioritaires de la ville, de sorte de pouvoir en accueillir 5000 par an. 5000 à l'échelle de la France. C'est gigantesque. Et si j'en parle, c'est parce que à chaque fois, on ne les attire pas à juste leur parler de nos métiers. On les amène au Stade de France. On leur montre la loge dans laquelle on peut encore voir le maillot de Zinedine. C'est ça qui les intéresse. Mais si on profite du fait de les avoir sous la main, de leur montrer la loge où était, enfin la loge, le local dans lequel s'est déshabillé Zinedine Zidane, évidemment, ils viennent. Et là, on peut commencer à leur donner un peu de vulgarisation scientifique sur ce que c'est qu'un stade, la manière dont ça tient, la pelouse, comment on l'entretient, etc. C'est comme ça qu'il faut les attirer. C'est par des sujets comme celui-là. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on répond à une question qui est réellement existentielle, c'est ce que j'ai dit au début, c'est que les gars qui sont dans vos écoles, ça y est, c'est bon, ok, on va en prendre notre part. Il n'y a pas assez de filles. Enfin, vous n'êtes pas pour grand-chose.
En revanche, ce qu'il faut, c'est intervenir très en amont. Lorsqu'ils sont encore en train de se poser la question ou de ne pas se poser la question. Et c'est là où se joue leur éventuelle volonté de s'inscrire dans un process d'éducation scientifique. C'est quand ils sont même à la limite en école primaire. Et c'est là-dessus qu'on a une responsabilité. Et nous, compte tenu du poids que nous avons dans un pays comme la France, on est 100 000 en France à peu près, on a la possibilité de faire un certain nombre de choses, mais qui restent encore des gouttes d'eau par rapport à tout ce qu'on devrait collectivement faire pour tâcher de semer la petite graine de l'intérêt pour les sciences et les techniques dès le plus jeune âge chez nos jeunes concitoyens et nos jeunes concitoyennes. Ça, c'est ce qu'on peut faire en amont. Qu'est-ce qu'on peut faire en aval après l'école? Comment on peut les accueillir? Comment on peut... Non, mais une fois qu'ils ont ça en eux et qu'ils suivent des études scientifiques ou techniques, c'est gagné. Et derrière, on les attire parce qu'on a un mode de management qui est hyper décentralisé et qui, du coup, valorise l'autonomie et la responsabilité. Entre dit, voilà, j'en profite pour dire, on est découpé en 5000 business units. Et donc, ils ont le sentiment de pouvoir rentrer dans des entreprises à taille humaine dans lesquelles ils vont très rapidement pouvoir effectivement faire quelque chose. Et puis ensuite, il y a toute la composante gigantesque, géniale, que constitue la transition environnementale et énergétique, qui non seulement est pour nous une opportunité de business extraordinaire, mais qui est surtout une occasion de faire du re-engineering, donc de créer de la valeur. C'est-à-dire qu'on se repose toutes les questions sur la manière dont on procède, en termes de conception, en termes de construction, en termes d'exploitation, pour ce qui concerne les autoroutes ou les aéroports, à l'aune de cette nouvelle grille d'analyse. Et nous savons tous, nous qui sommes un peu scientifiques, qu'à chaque fois qu'on a une nouvelle grille d'analyse au tamis de laquelle on fait passer nos manières de faire, on gagne de la valeur, parce qu'on se repose des questions et on trouve des choses. Et puis par ailleurs, cette transition environnementale et notamment énergétique, c'est un facteur de cohésion sociale, comme moi personnellement, je n'en ai jamais connu en 50 ans de carrière. Nos 275 000 collaborateurs, ils sont tous câblés de la même manière, avec la ferme volonté de jouer leur rôle dans le sens de ce défi extraordinaire qu'est la transition environnementale et énergétique. Donc c'est un facteur de cohésion qui rend nos entreprises encore plus puissantes, encore plus volontaires dans leur capacité à effectivement aller de l'avant. Merci Xavier. On va, si vous êtes d'accord, terminer par notre partenariat. C'est quand même qu'on en dise un mot. C'est un grand jour aujourd'hui. On repart pour 5 ans. Dans 5 ans, on pourra se dire 20 ans après. C'est quand même significatif. C'est quand même pas rien, ce partenariat. Je vais vous demander assez simplement de réagir sous forme de bilan et perspective. Qu'est-ce que ça vous a apporté ces 15 premières années? Qu'est-ce que vous attendez des 5 prochaines années? Voilà, c'est une question relativement classique et simple, mais ça nous intéresse évidemment tous de vous entendre sur ce sujet. Monsieur Buisson. 3 écoles avec leur fondation, une grande entreprise qui nous soutient. C'est d'abord 3 cultures d'ingénieurs assez différentes et extraordinairement complémentaires. Donc on est tous un peu sortis, comme on dit, de nos couloirs de nage. On s'est rapprochés de problématiques bien maîtrisées par les autres écoles. Et puis peut-être qu'on a contribué, on a apporté à ces autres écoles des compétences qu'elles n'avaient pas l'habitude d'avoir. Donc c'est cette interdisciplinarité. Nous, on a apporté le vivant. On a aussi apporté une appréhension des grandes surfaces, hein, les forêts, les terres agricoles, tout ça. On est à AgroParisTech, on traite les surfaces. Et puis des acteurs, c'est des secteurs économiques avec des très grands nombres d'acteurs, de toute petite taille la plupart du temps, mais qui collectivement ont évidemment un rôle très important à jouer. Donc c'est ça, cette interdisciplinarité, puis aussi le fait d'être amené à travailler à des échelles extrêmement variables, ensemble. Ça complète bien cette interdisciplinarité. Donc on a énormément appris, et puis je crois que les exposés qui ont eu lieu cet après-midi l'ont bien montré. Cette interdisciplinarité, ce travail à différentes échelles, ça nous a apporté énormément. Merci. Monsieur Briand. Oui, moi le premier point que je voudrais souligner, c'est le temps long
C'est la 4e séquence, et ça, quand on fait de la recherche, c'est indispensable. Enfin, c'est un vrai luxe pour les chercheurs. Je parle à leur place, mais ils me contrediront s'ils ne sont pas d'accord, mais je crois qu'ils sont d'accord. Et permettez-moi de le dire ici avec Xavier Wheeler à ma droite, mais tous nos partenaires industriels n'ont pas ce sens du temps long et cette envie de nous faire confiance depuis aussi longtemps. Donc j'appuie mes remerciements sur ce partenariat aussi pour cette dimension temporelle. Puis ensuite, il y a tout ce qui a été présenté cet après-midi et la manière dont c'était organisé le mettait bien en valeur. C'est-à-dire c'est une vraie discussion, entre des questions scientifiques de très haut niveau, permettant des publications académiques, qui est l'étalon à l'aune duquel nos chercheurs se mesurent, et en même temps trouvant des applications dans des cas concrets de réalisation par Vinci et ses différentes business units. Et ce dialogue-là, il est particulièrement riche. Ce que nos chercheurs ont dans ce partenariat, c'est cet accès à ce terreau, à ces données, à ces réalisations, à ces terrains d'expérimentation qui sont top. Et puis le dernier point, c'est pour revenir sur science et société, c'est qu'on envoie un message à travers ce partenariat. C'est-à-dire que l'enjeu de la transition écologique, l'enjeu de la transition énergétique, c'est un enjeu ici, maintenant et pour de vrai. Ce n'est pas une réflexion théorique. C'est-à-dire que chacun dans son couloir de nage, ensemble, on doit arriver à trouver des solutions, donc à poser problème et à trouver les solutions. Et le programme recherche et solutions qui est mis en œuvre dans ce cadre-là en est un exemple, je trouve, assez clair. Et puis enfin, j'ai l'habitude de dire que la formation au pont, c'est une forme de compagnonnage. On a une grosse partie de notre système de formation qui repose sur des intervenants du monde professionnel qui viennent faire cours à nos élèves, et aussi beaucoup sur les projets. Ça ne nous distingue pas, des autres écoles qui sont autour de cette table, mais le partenariat qu'on a, c'est aussi ça, des opportunités de projet, des opportunités de stage, et donc ça participe de ce compagnonnage qui fait qu'à la fin, j'espère qu'on livre à Vinci et à d'autres des ingénieurs prêts à l'emploi. Oui, vas-y. Si ça ne t'ennuie pas, parce que je vais dire la même chose, donc autant le dire dans la foulée. Non, je crois que d'abord le temps long, ça me semble fondamental. Nous targuons d'être des gens de temps long, et nous tenons cette culture du temps long, sans doute de notre activité de concession. C'est-à-dire qu'on a des projets sur lesquels nous savons que nous sommes là pour les 70 prochaines années, voire pour l'éternité dans certains d'entre eux. La deuxième chose, c'est que ce qui nous rassemble, je pense, c'est le concret. Tu l'as dit, c'est le concret. C'est-à-dire qu'on est ensemble pour faire des choses concrètes. L'output, il me semble complètement évident. La preuve, c'est qu'il y a un certain nombre de créations d'entreprises qui sont directement issues des travaux du lab, comme Power Road, qui est la route qui fabrique de l'énergie, enfin, ou qui collecte et qui stocke de l'énergie. Il y a Revilo sur la problématique des îlots de chaleur urbains. Et puis il doit y en avoir une troisième. Ecovivo, oui, voilà, pour la réhabilitation des milieux naturels et notamment les berges d'un certain nombre de fleuves. Ce qui m'a paru très astucieux, et ça c'était à l'initiative de Maxime depuis je ne sais plus combien d'années, c'est le programme Recherche et Solutions. Parce que c'est du win-win. C'est-à-dire que je pense que nous pouvons offrir, nous Vinci, à nos écoles partenaires, des terrains d'expérimentation qui permettent éventuellement de faire pivoter un peu leurs recherches. En tout cas, il y a le terrain d'expérimentation pour mettre en pratique. Et à l'inverse, puisque ça se fait à deux, nos entreprises peuvent susciter des programmes de recherche qui vont les éclairer quant à la manière d'améliorer leurs offres, et notamment et principalement sur le thème environnemental. Et donc, c'est ça qu'il va falloir continuer. Cette affaire, elle a démarré en 2008. Je n'étais le patron que depuis 2 ans. Je ne savais pas très bien dans quoi on s'engageait. 15 ans après, maintenant, on est toujours là. Et j'espère que mes successeurs, parce que je finirai par en avoir, continueront pour faire la 4e, la 5e, la 6e étape de ce partenariat de long terme. Merci Xavier, Monsieur Laflèche. Après cette conclusion, c'est difficile d'ajouter quelque chose parce que belle perspective, mais surtout
vu des mines, on a 17 chaires de mécénat avec des entreprises ou des groupements d'entreprises, mais celle-là est singulière. C'est vraiment ce qui m'a marqué dès le début, c'est la volonté de ne pas garder les résultats enfermés dans le cercle des partenaires de la chaire, mais dans une ambition de diffusion et de partage. Et je crois que il est vraiment exceptionnel de ce point de vue-là, et cette chaire se distingue vraiment de beaucoup d'autres par cet affichage, ce positionnement qui n'a pas varié dans la durée. Donc voilà. Et puisqu'on est en confiance pour le futur, il y a un petit quelque chose sur lequel j'aimerais... J'ai le temps de vous parler de lampadaires. Mais je vous en prie. Il y a eu quelques années, il y a eu une polémique, là, vous savez, sur la pollution lumineuse. Alors, là, c'était avec ma casquette AFNOR, je présidais le comité d'orientation stratégique, et il y avait cette polémique autour de comités de normalisation sur les lampadaires. Alors, on réunit le comité de normalisation, et puis moi, je pose la question bêtement, il y a qui autour de la table? On n'était pas encore à la gouvernance à 5, à 6, etc. Et puis, en fait, il y avait que des grands spécialistes. On leur dit, et en fait, dans le groupe de travail, il n'y avait personne qui était plutôt des astronomes amateurs, mais finalement, à partir du moment où on n'avait pas posé aux experts la question, ils n'avaient pas répondu. Un peu comme les informaticiens qui se font toujours engueuler parce qu'ils oublient de répondre aux questions qu'on ne leur a pas posées. Bon, c'est pareil. Donc, le même sujet. Et on a ajouté des gens qui étaient plutôt du côté de... On a complété le comité. Et là, une fois qu'on avait dit, c'est mieux si les lampadaires, ils éclairent la route que le ciel, voilà, c'est presque pas caricatural, hein, mon histoire, elle est vraie. Et d'un seul coup, l'AFNOR, la norme, tout ça avait perdu de la crédibilité. Et on a rajouté la partie prenante qui allait bien. En posant les bonnes questions, on a amené des réponses. Et là, il y a quelque chose sur lequel j'aimerais bien qu'on puisse travailler ensemble, dès lors qu'on est en confiance, qu'on est dans cet objectif de diffusion, c'est peut-être d'élargir notre panel de manière à ce qu'on partage, c'est un petit peu mon credo depuis quelques années, c'est la bonne réponse à une mauvaise question reste une mauvaise réponse, et je pense qu'on a à travailler ensemble sur la manière de formuler les questions en ne restant pas entre nous et en faisant venir des empêcheurs de tourner en rond. Mais si on partage les questions, ils ne sont plus du tout des empêcheurs de tourner en rond. Donc ça, c'est un sujet sur lequel, bien volontiers, cette confiance qu'on a accumulée en 15 ans, je serais ravi qu'on y travaille ensemble dans le futur. Donc on a 2 missions au-delà du programme qui est prévu pour les 5 prochaines années. La première, c'est d'essayer de trouver les moyens collectivement de travailler en amont pour faire naître cette envie de culture scientifique et technique chez des très jeunes. Et la deuxième, c'est effectivement de s'ouvrir un peu davantage. On s'était ouvert pas mal sur l'international, alors qu'on était très franco-français au début. Et donc, moi, je suis évidemment pour. Et je rajouterais que faire des normes sur l'éclairage des rues, ça suppose aussi non seulement des astronomes, mais également des gens en charge de chaussée. Parce que la couleur de la chaussée, la capacité de la chaussée à réfléchir la lumière est extraordinairement importante. Et donc, comme d'habitude, il faut tourner autour du sujet en utilisant des angles d'attaque qui soient extrêmement complémentaires, mais différents. C'est quand même fou qu'on arrive à toutes ces conclusions à partir de l'histoire de lampadaires. Mais c'est génial. Oui, mais c'est 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires chez Vinci Énergie. Hein, mais c'est pas rien, le lampadaire. Ça me rappelle d'ailleurs une blague qu'on racontait quand on était à l'école primaire et qui tient en une seule phrase. C'est une blague littéraire. Hein, je suis un peu désolé, je pense que je suis tout seul à en rire ce soir, mais il faisait si chaud que les lampadaires couraient après les chiens. Voilà, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre univers. Je vais laisser peut-être le mot de la fin à Étienne Klein. Je voudrais juste vous dire un mot avant que Étienne nous donne sa vision de cette table ronde. D'abord, je voudrais vous remercier toutes et tous pour votre participation. Je voudrais remercier évidemment tous les intervenants. Je voudrais remercier Maxime et Marie, à toute l'équipe mobilisée pour organiser cette journée. Juste après les quelques mots de conclusion d'Étienne, ne partez pas parce que vous allez pouvoir profiter en musique avec Jazz Live Music du cocktail qui nous attend juste à la sortie de cet auditorium, donc dans quelques minutes, juste après la conclusion d'Étienne Klein. Pour ma part, je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Si j'ai bien compris, je suis l'incarnation de la durée qui vous sépare du cocktail. Donc, j'ai compris qu'il faudrait que je sois bref. Alors, c'est difficile de faire une conclusion après ce qui a été dit dans cette table ronde très très riche, mais je
J'ai noté 3 choses et je vais essayer de voir quelles conclusions on peut en tirer. La première, et ce n'est pas une surprise, c'est que les ingénieurs sont très bien formés. Enfin, il n'y a aucun doute là-dessus, mais ça n'empêche pas que le niveau général de la population en sciences et en mathématiques demeure très bas. Et donc, il y a la question de savoir si on va pouvoir vivre très longtemps avec cette espèce de hiatus de niveau qui pourrait aboutir à ce que les ingénieurs soient très peu compris, pas écoutés, et que ça crée une forme de tension qui peut être dommageable. Deuxième point, ça n'a pas été dit, mais c'est des choses que j'entends. J'entends le silence des ingénieurs. Voilà. Dans les débats publics, ils ne s'expriment pas. Je donne un exemple. Il y a eu un débat national sur la 5G. Bon, ça ne concerne pas directement Vinci, mais c'est un débat qui s'est déroulé pendant un confinement, le deuxième, qui n'était pas tout à fait aussi dur que le premier, mais il n'y a pas eu de réunion publique, il y a eu un débat dans la presse. Il y a eu des articles dans les journaux, magazines, quotidiens, etc. Et il se trouve que dans mon laboratoire, on s'est amusé à collectionner ces différents articles. Et on a eu la surprise de constater qu'aucun n'était écrit par des ingénieurs. Hein, c'est étonnant, parce que la 5G, c'est quand même un sujet technique. Et on discutait de la 5G sans jamais dire en quoi elle consiste, en quoi elle est en rupture avec la 4, qu'est-ce qu'elle permet de gagner en termes de puissance, quels sont les nouveaux usages qu'elle permettrait. Et il me semble que voilà, les ingénieurs devraient davantage prendre la parole, s'engager dans les débats publics. Évidemment, dans leurs entreprises, ils parlent beaucoup, ils ne sont pas silencieux. Mais dans le débat public, il semblerait qu'ils soient assez timides. C'est peut-être parce qu'ils sont compétents. Et les gens compétents, en général, sont modérés. Et étant modérés, s'engagent modérément. Et le troisième point, c'est une tendance lourde dans la société, que vous avez résumée tout à l'heure, qui est qu'un certain nombre de personnes pensent qu'il faudrait liquider la science au motif d'un mauvais usage du monde. La science nous a permis, par ses applications, de mal nous comporter. Et donc elle est responsable, alors que vous l'avez dit, c'est au contraire elle qui nous éclaire sur ce qui se passe. Mais il y a l'idée qu'il faudrait liquider tout ça. Et il me semble que ces différents éléments que je viens de citer, si je les mets ensemble, aboutissent à une recommandation que je me permets de vous faire. La première, c'est que les ingénieurs disent davantage ce qu'ils savent. Deuxièmement, qu'ils disent davantage ce qu'ils font. Troisièmement, qu'ils disent davantage ce qu'ils pensent de ce qu'ils savent. Quatrièmement, qu'ils disent davantage ce qu'ils pensent de ce qu'ils font. Ou de ce qu'ils savent, je ne sais plus. Enfin bref. Merci pour votre attention.